Charadis, une émission de Radio Zinzine réalisée en collaboration avec Ruth Stegasi. Rencontre avec Pierre Liotagui, ethnobotaniste et écrivain. Cet entretien fait partie d'une série d'émissions mensuelles qui portent sur l'évolution sociale et économique de notre région à travers le portrait des gens qui y sont nés ou qui y vivent depuis longtemps. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne parlent pas couramment le provençal, charadis est un terme francisé dérivé du mot charadis ou au féminin charadisso. Selon le lexique provençal et des mots d'ici, cela signifie conversation animée, longue causerie ou alors entretien de plusieurs personnes. Pierre Liotagui habite le village de Man dans les Alpes de Haute-Provence. Il a conçu les jardins médiévaux du musée conservatoire ethnologique des Haute-Provence. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, entre autres les livres des bonnes herbes, la plante compagne, les livres des arbres, arbustes et arbrisseaux. Pierre Liotagui nous explique les changements survenus dans la région. Ce que je vois depuis une quarantaine d'années que je suis ici dans la région de Forcalquier, c'est d'abord l'extinction de la société rurale traditionnelle, c'est-à-dire ce que tout le monde a pu constater, le remplacement d'une agriculture assez diffuse avec des petites exploitations par le regroupement des terres lorsqu'elles sont cultivables et l'abandon de celles qui ne le sont pas. Donc ça a un impact très important au niveau des paysages, mais plus encore au niveau de la structure même de la société. Il me semble que ce pays, qui est un pays visible de l'extérieur, comme un pays rural, avec un paysage rural dont on oublie d'ailleurs généralement qu'il est rural, parce que c'est juste un paysage, pour celui qui vient de l'extérieur, ce pays rural ne l'est pas au niveau social. C'est-à-dire que l'ensemble de l'espace est géré par très peu d'agriculteurs, qui sont d'une certaine façon des forçats du tracteur et de la moissonneuse-batteuse. Et avec l'apport, bien sûr, qui facilite les choses, de l'irrigation, entre-temps. J'ai connu le passage de l'irrigation gravitaire dans la plaine de Man à l'irrigation par aspersion, avec ce que ça induit aussi de modifications sur le... Alors là, c'est mon domaine sur le paysage végétal, c'est-à-dire que tous les canaux qui dirigeaient l'eau ici, entre autres de la Laye, étaient suivis par une flore très particulière qui a beaucoup régressé. Bon, par ailleurs, comme chacun sait, l'irrigation par aspersion a permis de nouvelles cultures, l'extension des melons, des cultures de haut rendement, avec ce que ça implique aussi de polluants. Bon, il y a aussi une chose que le botaniste peut dire, c'est que quand je suis arrivé ici dans la plaine de Man, au détour des années 60-70, on voyait des champs remplis de plantes messicoles, c'est-à-dire des champs de céréales accompagnés d'une flore, entre guillemets, de mauvaises herbes, qui étaient souvent des plantes d'un grand intérêt botanique, des plantes parfois rares, des plantes qui étaient parfois très belles et qui avaient un impact important sur le paysage. Je pense au glaïeul sauvage, par exemple. Il y avait des glaïeuls ? Oui, il y a encore du glaïeul sauvage. C'est une plante qui n'est pas rare. Il y a 35 ans, 40 ans, la région avait des populations de plantes messicoles très importantes dans les céréales. Et dans certains cas, certaines de ces plantes sont des plantes en voie de disparition dans l'ensemble de la France et même du bassin méditerranéen. Donc la région avait aussi cette, on va dire, sans le savoir, cet effet de conservation implicite qui était associé aux méthodes de culture. Bon, j'ai des photos de la plaine de Man vue de Dauphin dans les années 70 et on voit des champs multicolores et c'est très impressionnant parce qu'aujourd'hui ils sont absolument monochromes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une trace de ces fameuses mauvaises herbes qui sont des mauvaises herbes relatives parce qu'il n'est pas dit que les associations de plantes messicoles jointes aux céréales n'aient pas un effet bénéfique pour les sols.
Bon, ceci dit, ça c'est un autre problème. Bon, voilà déjà un mode d'évolution du paysage qui est perceptible au fil des années. Il y en a un autre qui tient à l'évolution du pastoralisme. Bon, c'est un problème archi connu, dont d'autres vous parleront et vous ont déjà parlé. Le fait du quasi-abandon du pâturage extensif dans la colline, qui se reprend par place et qui se voit encore par place, mais qui généralement a énormément régressé. Cet abandon a induit le retour habituel de la végétation spontanée. D'abord des plantes vivaces, et puis des épineux, et puis après d'une lande dense, et puis du bois. Donc c'est un paysage qui, comme disent les écologistes, se referme, avec, dans certains cas, même en moins de 20 ans, la transformation d'un paysage ouvert en paysage boisé. Bon, c'est vrai, d'une part, ici, dans les régions de collines, au niveau de l'extension de la chaînée de chênes pubescents, et en altitude, l'extension du pin sylvestre, en particulier à Lure, dans l'ouest du massif, qui est absolument vertigineuse. Au point d'ailleurs que ces forêts de pin sylvestre sont déjà elles-mêmes pénétrées par le hêtre, et qu'en l'espace de 30 ans, on voit passer les versants de l'état de pelouse pâturée à celui de jeunes hêtrés. Donc c'est tout à fait impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a donc une évolution générale vers le boisement spontané, avec à terme un pays qui sera un pays forestier, et qui pour autant n'a pas réfléchi au mode d'exploitation, de gestion de ces forêts. Donc il y a quelque chose qui me fait penser à une sorte de dynamique complètement sauvage d'une certaine façon de la végétation, qu'on ne voit pas comme telle, qu'on ne prend pas comme telle, mais qui, un peu dans les coulisses comme ça de l'activité humaine, est en train de modifier complètement la région, avec évidemment à moyen terme un impact important sur l'économie, on peut dire, parce que le paysage tel qu'on le vend de nos jours est un paysage ouvert et non un paysage fermé. Mais ce qui me frappe, je crois, dans ce que vous dites, c'est justement cet aveuglement dans lequel ça se passe. Vous avez commencé en disant on pense toujours être dans un paysage rural. Et là, vous nous parlez de la vente de ce paysage ouvert, paysage rural. On ne voit pas ce qui est en train de se passer sous nos yeux ? Je pense que ce n'est pas perçu. Les gens du pays, les gens qui étaient des exploitants agricoles, ils vous disent, oui, là, nous, on menait le troupeau à cet endroit-là, en face. Bon, maintenant, regardez, il y a de la lande. Bon, eux, ils le voient. Pour autant, ils ne propagent pas cette vision, si vous voulez. Ils gardent ça pour eux. C'est une évolution qu'ils constatent, dans certains cas, avec un certain regret, parce qu'ils ne sont plus les acteurs du paysage. Bon, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que il faut sortir du mythe d'une société rurale qui aurait protégé la Haute-Provence ou le bassin méditerranéen, qui aurait été attentive à l'évolution des milieux, qui aurait fait des terrasses pour empêcher l'érosion, etc. Bon, la société rurale, ce qui lui importait, c'était sa survie. Et cette survie pouvait très bien conduire à la destruction de l'espace dans lequel elle vivait. Bon, c'est le phénomène qu'on connaît au XIXe siècle de la dégradation d'immenses espaces dans les Alpes du Sud, qui ont entraîné d'une part d'abord des crues dévastatrices et ensuite les grands reboisements en pin noir qu'on peut voir encore dans la région entre Seine-les-Alpes et Digne, par exemple. Bon, et ça, c'était l'impact d'une gestion de l'espace rural mal conduite. Bon, mais qui était elle-même induite par la misère, par les faibles rendements. Donc tout se tient. Il n'y a pas à dire c'était des mauvais paysans parce qu'ils détruisaient l'espace. Il se trouve simplement qu'ici, dans les Alpes du Sud, la production de blé était en moyenne de 4 quintaux à l'hectare. Dans la vallée du Jabron, les gens récoltaient 4 quintaux à l'hectare. Bon, maintenant, sur ces mêmes terres, on ne les cultive pas si elles produisent au minimum 40 quintaux. Ça ne vaut pas le coup. Donc, on semait un sac de blé, on en récoltait 4. Et on en gardait un pour la semence de l'année suivante. Maintenant, on sème un sac de blé, on en récolte 40.
mais avec tous les apports de l'industrie, c'est-à-dire les engrais, les désherbants, etc., sans parler des tracteurs qui labourent profond, etc. Bon. L'économie n'est absolument plus la même. L'économie ancienne était une économie de subsistance qui avait un impact dévastateur sur les milieux parce qu'il fallait cultiver énormément partout, toutes les terres possibles qui étaient susceptibles d'être cultivées l'été. Ce qui fait qu'on a semé des lieux qui aujourd'hui nous paraissent absolument impossibles à être mis en culture. Des lieux caillouteux, pentus, complètement secs. Mais les gens faisaient malgré tout des céréales là-dessus, avec des rendements très faibles. Et ils avaient des troupeaux, pas pour la viande, ils avaient des troupeaux pour la laine et pour faire du fumier. Le fumier étant après utilisé pour la production de base, qui était celle qu'on pouvait conserver, qui était le grain. Bon, tout ça, c'est fini. Mais en l'espace de 40 ans, on a vu la fin de cette société-là, avec ses connaissances, avec d'une part son peu d'intérêt pour ce qu'on appelle aujourd'hui la conservation et des milieux et des organismes. Moi, je me rappelle à Forcalquier, dans les années 65, des bergers qui avaient toujours le fusil sur le dos quand ils se promenaient, des gens charmants par ailleurs, et qu'il n'est pas question de dénigrer pour ça, se vantaient d'avoir, comme ils disaient, dans l'hiver, tué 2000 petits oiseaux. Ce qu'ils appelaient des petits oiseaux, c'est-à-dire des rouges-gorges, des fauvettes, des mésanges, etc., pour la brochette de petits oiseaux. Et ils avaient des postes, et comme à l'époque, il n'était pas interdit de chasser en temps de neige, bon, ils mettaient du grain sur la neige, et puis arrivaient les petits fringiles, les bruants, les oiseaux qui passent l'hiver. Les moineaux, les pinsons, pardon. Bon, et ils en tuaient 2000 dans l'hiver. Bon, sans parler des pièges pour les grives, certains agriculteurs, éleveurs de la région de Forcalquier avaient en permanence, en hiver, plus de 500 pièges à grives par exploitation. Et les pièges à grives, attrapant d'une part effectivement les grives de passage, dont la griffe draine, et puis son nom m'échappe, on appelle les chachas par ici. Et puis par ailleurs, mais aussi plein de petits passerons. Donc il y avait quand même un impact qui était loin d'être négligeable, mais c'était la même chose que l'économie des chasseurs-cueilleurs, à la limite. Il y avait des ponctions dans le milieu parce que ça ajoutait quelque chose aux ressources. Ces ponctions, elles ont eu un impact aussi sur les oiseaux ? C'est difficile à dire déjà dans le long terme. Ici, c'est un pays qui n'a pas de population d'oiseaux importante dans les espaces forestiers, à cause de la sécheresse en particulier, à cause de l'absence d'eau, de points d'eau. Donc les oiseaux se concentrent davantage dans les zones agricoles. Mais si on compare la densité d'oiseaux dans les lieux cultivés à ce qu'on peut voir en Normandie, en Bretagne ou en Angleterre, elle est extrêmement faible. Donc au total, les populations d'oiseaux sont beaucoup plus faibles que dans des régions, d'une part plus humides, mais peut-être aussi gérées d'une autre façon. Pierre Liotagui, si on reprend ce mouvement des terres que vous nous avez décrit, d'abord un mouvement de conquête de toutes les terres, même les plus caillouteuses, pour faire de l'agriculture, et aujourd'hui, au contraire, une sorte de repli, comme si l'espace agricole se racornissait d'une certaine manière après s'être étendu le plus possible. Les terres, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elles servent ? Enfin, je vous pose la question, en fait, parce que je pensais à quelque chose dont on parle peu et qui pourtant a, me semble-t-il, beaucoup modifié le paysage, c'est l'emprise des routes, des infrastructures, du bâti périurbain. Ce qui me paraît important de souligner d'abord, c'est que on est dans une économie, mais bon, je ne suis pas le premier à le dire, mais aberrante au niveau des productions agricoles, parce que dans une zone qui a malgré tout un été méditerranéen et un hiver méditerranéen aussi, mais enfin d'abord un été chaud et des ressources en eau, puisqu'on a de l'irrigation, on fait des plantes extraordinairement consommatrices d'eau et d'apports extérieurs industriels. Bon, je pense au maïs en particulier. Or, cultiver du maïs dans ces régions où l'eau provient quand même de grands travaux, coûte des sommes non négligeables, c'est
c'est un usage totalement inepte des moyens de production. C'est-à-dire qu'on est dans une région où 2 hectares à l'arrosage peuvent permettre à une famille de vivre. 2 hectares à l'arrosage, et il y en a qui le prouvent, qui vivent même sur moins de 2 hectares avec une production horticole intéressante, diversifiée. Bon, ici, les exploitations qui cultivent ou du maïs, ou du tournesol, ou du sorgho, etc., ou des plantes comme ça de grande culture. Bon, je parle pas de culture à grosse valeur immédiate comme l'ail ou le melon. Bon, c'est une sorte de... Comment dire, c'est comme emballer des déchets de boucherie dans de la dentelle. C'est exactement la même chose. C'est une aberration absolue. C'est-à-dire que quand on voit les mètres cubes, les centaines, les milliers de mètres cubes d'eau qui sont déversés sur du maïs, dont on sait que c'est une production qui va que pour une partie relativement faible à l'alimentation, d'abord animale bien sûr, mais d'une façon tout à fait annexe à l'alimentation humaine, mais qui pour l'essentiel va à l'industrie des matières plastiques, des cols, l'industrie chimique en grande partie. Bon, c'est une production qui a un coût tellement gigantesque au niveau de l'environnement, mais simplement même au niveau financier, mais elle est soutenue par des aides. Bon, toute cette aberration fait que le pays a voulu se transformer en une espèce de Middle West qu'il n'est pas. Et du coup, bien qu'on prétende qu'il y a ici toujours des productions locales, et il y en a, Dieu merci, mais ce ne sont pas elles qui sont du tout majoritaires au niveau de la production générale. Le pays s'est trompé de direction. Il s'est trompé et en même temps, il a perdu une des chances de population active à la campagne qui aurait pu être soutenue et qui aurait coûté beaucoup moins cher que ces modes de développement agricole qu'on voit se répandre et perdurer en dépit de leurs errements sous nos yeux et de nos jours, alors qu'on sait parfaitement qu'ils sont absurdes. Et le maïs, pour moi, c'en est le meilleur exemple. Donc là, il y a déjà comment dire, quelque chose qui atteste chaque année, pour qui veut le voir, qu'on est dans une économie régie par des critères qui ne sont absolument pas les critères ni de conservation des milieux, ni d'enrichissement au sens global du terme d'une société. Donc ça, c'est des données de base. Et je pense que tous les gens un peu lucides ici le savent. Mais alors justement, ça s'est fait, dites-vous, sur une quarantaine d'années. En tout cas, vous avez vu ce processus s'accomplir. Comment est-ce que ça peut germer et croître dans une société ? Comment est-ce qu'une société peut à ce point disparaître ? Vous dites que la société rurale n'existe plus aujourd'hui, c'est un très petit groupe de personnes qui dirigent tout. Je sors de mon domaine, de mes prérogatives. Je ne suis pas vraiment à même d'analyser l'évolution. Mais ce sont des évolutions qui sont connues. On a énormément soutenu les productions agricoles après la guerre de 1939-45 parce que le paysan était, mis en avant comme celui qui allait sauver la société française et lui donner enfin la subsistance, lui permettre d'échapper aux importations. Bon, tout ça, c'est des données archi-classiques de l'histoire de l'agriculture en France. Donc, les paysans sont partis en avant, ont développé tout ce qui pouvait, au niveau industriel en tout cas, les aider à produire. Bon, puis le moment est venu où la surproduction est apparue et puis qu'il y a eu les concurrences des marchés étrangers, etc. Bon, tout ça, ce sont des banalités de base. Bon, après, il a fallu tout d'un coup éliminer tout ce qui n'était pas suffisamment rentable. C'est aussi des banalités de base. Bon, les gens ici, à leur niveau, ont vécu cette évolution-là. C'est-à-dire que le petit agriculteur de colline qui faisait de bon an, mal an, 5-6 hectares de céréales, du blé ou du seigle quand c'était les terres étaient plus maigres, ou éventuellement de l'épeautre, ce plateau d'Albion, parce que ça tenait longtemps en terre, il n'y avait pas trop à s'en occuper, pas de maladie, etc. Bon, qui avait 40 ou 50 brebis, 3-4 chèvres éventuellement pour nourrir les agneaux que les brebis, que les mères pouvaient refuser, faisait 2-3 fromages. Ils survivaient, ils pouvaient même éventuellement parfois mettre un peu de sous de côté.
Mais il n'était pas dans une logique de production où il fallait acheter un tracteur 2 ou 3 millions de francs, construire une bergerie du même coup, s'endetter, faire en sorte qu'éventuellement les enfants puissent avoir non une terre dans le sens de la fable de La Fontaine, mais un emploi valable sur place, avec encore beaucoup d'aléas. Donc, seuls ceux qui avaient les reins suffisamment solides ont tenu le coup. Et puis ceux qui ont été peut-être aussi suffisamment malins, ou pourquoi pas spéculateurs. Il y a des gens ici qui vivent de subventions. On sait très bien que dans le bassin de Forcalquier, il y a des gens qui n'ont pas encore mis le soc dans un champ en septembre, ils ont déjà 500 000 francs sûrs de subventions. Bon, pourquoi pas, mais c'est une politique aberrante, mais tout le monde le sait, donc c'est pas mon propos n'est pas d'en parler. Moi, je constate sur place les dégâts qu'a pu faire cette évolution. C'est-à-dire qui a fait que d'un tissu de producteurs vivotants, mais constituant une société, avec ses échanges, sa culture, ses savoirs, et puis des productions qui étaient pas forcément bénies par les services d'hygiène européens, mais qui avaient, à ma connaissance, jamais créé d'épidémie majeure dans la région. On est passé de ça à des normalisations, à un rétrécissement extraordinaire de la société rurale au sens strict. Bon, il y a 30 ans, au marché de Forcalquier, il y avait tout un tas de paysans qui discutaient, qui venaient échanger, parler, éventuellement boire un pastis, mais ils n'entraient pas toujours dans les bistrots, ils étaient debout. On les voyait, on les voit plus, ils ont disparu. Maintenant, ce qu'on voit à la place, c'est des appareils numériques, des caméras, qui essaient de regarder si par hasard il resterait pas un paysan qu'on pourrait filmer pour apporter son image ailleurs, pour dire voilà, ça c'est le naturel de la Haute-Provence, survivant. On parle un peu de l'évolution de l'agriculture des sociétés rurales, mais on voit aussi que dans cette région, elle est un peu vouée aussi au tourisme, économiquement parlant. Et c'est là aussi, ça a des impacts sur le paysage, l'environnement. Et c'est aussi une certaine politique de gestion de l'espace naturel, qui implique aussi certaines politiques qui ont aussi leurs conséquences sur la vie des gens aussi sur place. Mais comme il n'y a pas de vraie politique je dirais, d'usage de la terre, sur le mode qui est, à mon avis, le sien, c'est-à-dire de mise en culture des terres susceptibles de l'être, mais sur des modes, non industriels, en tout cas producteurs de biens d'intérêt de consommation immédiate, éventuellement, à destination locale ou régionale. Bon, ça n'existe pas. On ne fait pas d'efforts. Il y a des gens qui se faufilent entre toutes les défenses qui ont été dressées contre eux et qui font malgré tout de l'agriculture valable ici. Et Dieu sait si on les voit. On les voit parce que... Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que souvent, les bio notamment, on parlait d'eux, qu'on voit sur les marchés, il y en a peu. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu qui sont les descendants de la société locale. Ce sont des gens de l'extérieur qui n'étaient pas dans cette logique suicidaire et qui ont pu, à un moment donné, placer leur courage, leur espérance, éventuellement le peu de fric qu'ils pouvaient avoir, dans des entreprises souvent pas aidées ou mal aidées, et puis qui arrivent malgré tout à survivre. Et étrangement, les gens du coin, les producteurs qu'on voit, ce sont les producteurs qui ne sont pas originaires du lieu. Il y en a. Mais même, je pense par exemple à la foire d'Ongles du mois d'août, qui est un lieu où je pense que je suis allé chaque année depuis qu'elle s'est créée, que j'aime beaucoup. Mais les bêtes qui sont présentées, elles sont présentées essentiellement pour les visiteurs de l'extérieur, qui voient que malgré tout, il y a encore des brebis, certains cochons, pas forcément habituels. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les gens qui ont introduit ces races de brebis, ces cochons, éventuellement ces chèvres afghanes, ce n'est pas des gens du pays.
Il y en a, mais ils ne sont pas majoritaires. Et ça, c'est scandaleux. Les gens du pays, on les a cantonnés dans un système industriel. Ils n'avaient pas forcément les repères extérieurs pour faire autrement que d'emboîter le pas à toutes les injonctions qui leur étaient faites de produire, jusqu'à en crever. Il y a donc la reconstitution d'une société rurale malgré tout. Disons une société paysanne, je dirais paysanne, mais elle est d'une certaine façon, il y a des emboîtements. Les gens communiquent parce que les gens du pays qui sont des gens dont le courage est proverbial, c'est évident qu'ils jaugent les nouveaux venus en fonction de leurs résultats. Et ceux qui se font accepter, c'est ceux qui bossent et qui produisent, parce que c'est aussi les critères normaux de la paysannerie. Il y a une entente, pas forcément toujours cordiale, mais je pense respectueuse. Mais il n'empêche que il y a plusieurs niveaux de société rurale. Il y a des exploitants, puisque c'est le mot employé, les exploitants, qui se contrefichent complètement de préserver les terres, la qualité de leurs produits, qui sont extrêmement loin. C'est le niveau, je dirais, c'est le banquier au regard du marchand d'allumettes. Et puis très, très loin, il y a ces petits producteurs qui, eux, sont dans une logique réelle de remise, je dirais, en état vivant du pays, parce qu'ils cultivent d'une façon, sur des surfaces relativement restreintes, avec des critères qui sont d'abord des critères de conservation. Et ça, le pays ici s'y prête magnifiquement, mais personne, du moins au niveau des responsables, n'a vraiment, apparemment, l'intention de défendre cette orientation-là, qui à long terme est la seule viable. Vous avez fait un rapprochement assez vertigineux, me semble-t-il, puisqu'à Stan vous posez la question du tourisme, et vous lui avez répondu par les néo-ruraux, ce qu'il est convenu d'appeler les néo-ruraux, comme si finalement ce qui se jouait sur ce territoire ici n'était que le fait de gens de l'extérieur. Les néo-ruraux qui sont arrivés, les touristes qui aujourd'hui affluent, un peu sans que les acteurs locaux aient été concernés. Et je me demandais dans quelle mesure on pouvait faire le lien entre ce qui se joue là, dans cette partie entre gens de l'extérieur, et ce que vous soulignez au début de l'entretien, à savoir le point aveugle, le fait qu'on ne voit pas ce qui est en train de se produire. Ce qu'il faut bien dire et rappeler, c'est que la société rurale était la détentrice de l'espace, pas seulement parce qu'elle le gérait, mais aussi parce qu'elle en était propriétaire. Et que l'évolution, je dirais, les nouvelles implantations, tout ce qui a pu se passer à partir des années 60, 50 peut-être, 60 plutôt, ça procède d'un grignotage de l'espace rural. C'est-à-dire qu'on a vendu beaucoup d'anciennes fermes, pas forcément des terres, parce qu'il y avait des organismes qui s'employaient à réserver les terres pour l'agriculture. Le problème, c'est que ces organismes privilégiaient les grosses exploitations. On les connaît et ils continuent à sévir. Et maintenant, on en est arrivé au stade où comme on dit, le parc immobilier est sérieusement entouré de barbelés. C'est-à-dire qu'on est dans un pays aux enchères. Moi, je vis dans un pays qui est aux enchères et je le vis au quotidien comme tel. C'est-à-dire que la valeur réelle, c'est un peu comme une action. Le bout de papier ne vaut rien. Et ici, il y a des terres qui ne valent pas grand-chose si on les considère au point de vue de leur valeur productive en termes agronomiques. Mais ce que ces terres peuvent produire de bénéfices, parce qu'elles sont dans une zone qui a été déclarée de haut intérêt touristique, avec en plus
l'effet de d'ondes comme ça concentriques autour du Luberon. Puisque maintenant, on est dans le Luberon. Forcalquier n'y est pas encore, mais bientôt Sisteron sera dans le Luberon, et puis après Gap peut-être. Et c'est un phénomène qui est vertigineux. Et ça c'est étroitement imbriqué avec l'évolution de la société rurale. Mais la société rurale elle-même, on va dire, elle n'est pas directement responsable. Les gens ont vendu des terres qui rapportaient plus, des maisons où ils ne pouvaient plus vivre. Bon, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris d'abord que c'était une entreprise à long terme suicidaire pour le pays lui-même. Bon, mais on procède beaucoup dans la courte vue, alors que les paysans étaient par essence des gens qui n'étaient pas dans la courte vue justement. Mais on les a amenés à être des acteurs de la courte vue. Bon, maintenant le pays est un pays qui est d'une part dans l'ordre de la... On ne va pas dire de la spéculation rurale, parce que c'est un mot trop fort, mais je pense qu'on peut faire un parallèle entre les aides aux agriculteurs, c'est-à-dire entre les subventions aux productions industrielles, et puis, par ailleurs, la spéculation immobilière, c'est-à-dire que dans la mesure où ni l'acte de production, ni l'espace réel ne peuvent être... il n'y a pas de critères pour dire que ça a une valeur particulière. Tout est dépendant de la fluctuation des marchés d'un côté, de ce qui se vote à Bruxelles ou ailleurs, des problèmes de transfert au niveau international et de fonds et parfois même de matières premières, ça arrive. Et d'un autre côté, ce qui se passe au niveau de la demande justement en espace, en paysage, en bon air, en soleil, etc. Et que toute valeur qui se trouve rassemblée ici, que les gens autrefois percevaient pas du tout. Les gens qui vivaient au plateau d'Albion ou dans le bassin de Saint-Étienne-les-Orgues, ils savaient pas qu'ils étaient assis au plein milieu du nid de la poule aux œufs d'or. Ils savaient pas. Et même quelquefois, ils piétinaient ça et puis ça cassait les œufs. Mais maintenant, c'est plus du tout ça qui se passe. Maintenant, on va plus bouger quelque chose parce qu'on redoute trop de perdre un bénéfice qui pourrait justement être attaché à... Mais et en même temps, ce qui se vend, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'évolution du paysage, on ne voit pas réellement la valeur de ce qui est proposé maintenant comme valeur marchande la plus intéressante de la Haute-Provence, c'est-à-dire effectivement les sites, paysages, le soleil, etc. Bon. Il y en a plein de preuves. D'une part, ce que je disais tout à l'heure à propos de la transformation du paysage vers l'enfrichement et l'extension de la forêt. Bon, on ne voit pas. Regardez les dépliants touristiques. Les vues ne sont pas prises dans les forêts. Elles sont prises dans les grands espaces. On voit les lavandes, le plateau d'Albion, Valençol, etc. Il y a du canyoning, etc. J'ai sous les yeux l'annuaire des téléphones. C'est absolument extraordinaire. Il n'y a jamais la trace d'une activité humaine. Il n'y a que du tourisme. Et puis des images supposées artistiques. Voilà, éventuellement. Ou alors des... patrimoine historique, monumental, qui vaut ce qu'il vaut, évidemment, qui est remarquable, Ganagobi, Salagon, etc. Mais ça, c'est pas le pays. C'est des cocardes à la boutonnière du pays. Mais c'est ça qu'on regarde. Et on regarde pas l'habit, et on regarde pas la personne qui est dedans. Et ça, c'est renversant. Et déjà, le simple fait de changer la couverture de l'annuaire de France Télécom dirait que quelque chose s'est passé dans notre perception du pays. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne serait pas que des fausses provençales en train de couper des fausses lavandes avec des fausses faucilles. Et puis des gens qui font du kayak dans le Verdon. Voilà. Tout ça, c'est bien. Pourquoi pas ? Mais ces pays, ce n'est pas ça. Or, on veut nous faire croire que le pays, ce n'est que cela et que c'est ça qu'on privilégie. Mais ça soutient aussi ce que je disais, c'est qu'on est dans une salle des ventes du paysage. Et que cette évolution, pour moi, c'est ça qui est actuellement ce que je vois de plus grave dans ce qui se passe ici et ailleurs en France, pas seulement ici. Je parlais avec un ami de la Dordogne il y a quelques jours. En Dordogne, il y a 5 vols quotidiens entre Londres et Bergerac. Ça en dit long sur l'occupation. Alors les Anglais ne sont pas plus méchants que les Provençaux, le problème n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'ils font de l'espace qu'ils ont occupé ?
ce qu'il faudrait, c'est faire un peu d'éducation au regard sur le paysage et sur ce qu'on veut nous faire croire de ce paysage. Ici, exemple, à Man, il y a une maison de pays qui s'appelle Maison de pays. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Avec un logo absolument hideux qui montre de la lavande, un soleil forme de... On peut voir la même chose sur les boîtes de camembert éventuellement, pour autant que le camembert soit ensoleillé. Mais moi, ça me consterne, parce qu'il n'y a aucune trace de la réalité. La lavande, d'accord, mais la lavande, ça s'est mis en culture au début du XXe siècle, c'est devenu un paysage emblématique, et c'est vrai que c'est magnifique. Mais la lavande, c'est aussi une culture de subvention. Et cette maison de pays qui est une espèce de garage à l'entrée de Man sur la Nationale 100, qui a dévasté 1 hectare de prés où il y a encore 3 ans, des chevaux à cheval blanc et des oies, barré la vue sur les prairies de Salagon quand on vient du village. On y trouve des produits dont certains sont tout à fait sympathiques, qui ne sont pas du tout tous produits dans la région Fort-Calquier, Rayennes, Saint-Étienne-les-Orgues. Bon, tout ça pour dire que c'est de l'esbrouffe. C'est une... Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ça? Alors, bien sûr, on vend, on favorise des productions d'artisanat, certains locales, d'autres extérieurs. Mais surtout, on donne une image d'un pays qui serait seulement, d'une certaine façon, le représenté, si vous voulez, par ça, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour le dehors et non pour le dedans. Et moi, j'attends d'un pays qui vive, pas du tout en autarcie, parce qu'on est complètement sorti de cette histoire-là, mais qui se préoccupe de son propre devenir et que ses productions soient des productions qui soient d'abord tournées vers lui et ensuite vers l'extérieur. Or ici, ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est produit, allez au marché des potiers à Fort-Calquier, bon, les gens qui sont les derniers agriculteurs, les survivants de la société rurale, ils ne vont pas acheter leurs pots, parce que d'abord, ils n'utilisent plus de pots, ni leurs assiettes au marché de Fort-Calquier. Ce sont les gens de passage, éventuellement les néo-ruraux. Je ne dis pas que les objets ne soient pas parfois superbes. La question n'est pas là. Mais c'est comme s'il y avait un pays disparu, complètement sous une chape de silence, et puis dessus, des étals qui sont faits pour des gens qui survolent tout ça, qui viennent, qui voient la beauté, les maisons de pays, les potiers, les fabricants de bijoux. Et le pays, ce serait ça. Ce qu'on voit, mais c'est pas ça. Ce qu'on voit, c'est ce qui est donné à voir dans une intention purement spéculative et commerciale. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est qu'à Fort-Calquier, il y a 400 demandes de HLM, par exemple. Qui sont pas, et qu'ici, il y a des gens qui veulent trouver un appartement parce qu'ils ont du boulot en plus. Ils sont pas misérables, c'est pas forcément tous des RMistes. Ils peuvent pas habiter sur place. Ils ne peuvent pas trouver une location parce que, autre évolution de l'habitat rural, c'est qu'il fut un temps où les agriculteurs qui avaient une annexe, une grange qu'ils avaient vaguement retapée, ils la louaient à l'année. Non sans rechigner, mais ils la louaient à l'année. Maintenant, et ce n'est pas seulement les agriculteurs, c'est aussi les néos qui sont orientés vers ça. Maintenant, tout l'habitat est destiné à la venue des visiteurs, des touristes, et il est entièrement, ou à 90%, j'imagine, destiné à la location à court terme, de vacances, à la semaine, etc. Bon, en réalité, tout l'immobilier locatif est parti dans le sens de cette espèce d'éphémère qui rapporte plus que le durable, qu'on n'a pas su faire lui-même productif. Vous voyez ce que je veux dire? On a parié sur l'éphémère et on ne parie en rien sur le durable. Le durable, c'est pas le fait qu'il va y avoir ici bientôt 50% de résidences secondaires de gens qui viennent de Tourcoing, de je sais pas où, de Valenciennes, et qui ont le droit de venir ici. Le problème n'est pas là. Mais ce ne sont pas des actifs. Ils viennent ici pour consommer du calme, du paysage, de la sérénité, etc. Mais en attendant, qu'est-ce que fait le pays derrière? Pour ma part, si vous voulez, parfois je me dis, je fous le camp. Je fous le camp parce que j'ai pas envie de continuer, si vous voulez, d'être là-dedans, dans cette espèce de... Parce que c'est comment dire, c'est une duperie. C'est une duperie. Ce qu'on dit du pays, ce n'est pas le pays. Et ça, c'est insupportable. Il n'y a pas, à mon avis, un politique suffisamment honnête, ou alors ils sont aveugles pour dire ce qu'est le pays vraiment. Ici, la politique de base, ça devrait être l'habitat. L'habitat
pour les gens qui travaillent sur place, c'est-à-dire permettre aux gens de se loger. Ça, c'est le B.A.-ba, la politique de base absolue, location à l'année. Bon, le reste, on met de côté les aides aux gîtes ruraux, on met ça de côté pendant un temps, puis on permet aux gens qui viennent ici avec un boulot, de pouvoir travailler, qui mettent leurs gosses à l'école, qui permettent au village de ne pas perdre leur école, de ne pas perdre leur bureau de poste, etc. On permet une vie, quelque part, qui n'est pas une vie simplement d'hôtellerie saisonnière. Qu'on ferme en octobre. En octobre, on baisse les villages, on baisse les rideaux à l'entrée des villages. Puis après, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lieux gris où se promènent des vieux. Bon, même s'il y a peut-être maintenant, avec le travail, l'électronique, tout ça, l'informatique, on voit des gens qui viennent travailler ici à l'année. Mais ceux-là, ils ont réussi au départ aussi à rassembler suffisamment de fonds pour s'acheter une maison parce qu'ils ne trouveront pas de loyer, ils ne trouveront pas de location. Je pense qu'il y a une distorsion entre la perception qu'on a du pays spectacle, celui qu'on rend visible et qui n'est pas le vrai, et puis ce qu'est le pays réel, le pays des gens qui travaillent, le pays des gens qui sont soucieux par ailleurs eux aussi d'évolution d'une part rationnelle et d'autre part on va dire poétique même du paysage. Pour ma part, ça me désole de voir certaines évolutions de la transformation des grandes pelouses pâturées, par exemple, du sud du pied de la montagne de Lurne, la région de Saint-Michel, Man, etc., en Landes, qui vont évoluer vers les bois, avec une chute de biodiversité fantastique, mais aussi une chute au niveau de la valeur, on va dire, entre guillemets, esthétique. C'est plus intéressant de voir le thym en fleurs à la mi-avril que de voir une chênaie qui ressemblera aux autres chênaies de la région et qui n'aura pas forcément au niveau en tout cas économique, moins d'intérêt qu'un espace pâturé. Ça, c'est des données. Je pense que les gens ici qui sont un peu lucides, ils ne peuvent pas ne pas voir ça. Encore faut-il faire passer cette conscience, si c'en est une, au niveau de ce qu'on appelle les décideurs. C'était un entretien avec Pierre Liotagui, ethnobotaniste et écrivain. C'était Charadis, une émission réalisée par Radio Zinzine en collaboration avec Ruth Stegassi.